Aujourd'hui, nous allons tester et démonter une arme à décharge électrique. Quelqu'un va recevoir une grosse décharge dans cette vidéo. Reste jusqu'à la fin. J'en ai assez de voir ça dans les films américains. La femme marche dans la rue lorsqu'un individu l'attaque. Elle sort son taser de son sac et électrocute le bras du bandit. J'ai toujours voulu savoir comment ça marche et aujourd'hui on a acheté ici une arme électrique. Ce truc-là, on peut l'acheter sur internet et on s'est beaucoup demandé si ce n'était pas interdit d'acheter, si ce n'était pas interdit d'avoir un truc comme ça. Et donc, avant d'acheter, j'ai contacté la police militaire de São Paulo et l'armée pour vérifier la légalité de ce truc. La police militaire m'a renvoyé vers l'armée, qui a refusé. Ce produit n'est pas sur la liste des interdits. Pour toi qui voulais commenter que c'est interdit, eh bien non, ça ne l'est pas. Ce qui est effectivement interdit, c'est l'arme qui tire un dard électrique que la police utilise beaucoup dans plusieurs endroits du monde. Tout d'abord, comment fonctionne cet appareil ? C'est simple. La batterie est interne, invisible et inamovible, mais se recharge directement avec ce câble. Ensuite, il a un bouton sur le côté qui, si tu tires juste un peu, allume une lampe de poche. Une petite LED qui se trouve à l'avant. Il fait aussi lampe de poche avec une LED faible. C'est la même lampe de poche que sur le téléphone. Tu vois, lampe de poche, lampe de l'arme, lampe du téléphone. Je pense que le téléphone est bien plus puissant que ce truc. Tu vois, beaucoup plus puissant. Si j'appuie plus sur ce bouton, la lumière rouge s'allume. Il est prêt à donner la décharge. Il me suffit d'appuyer sur cet interrupteur et la décharge part. Pas vraiment une décharge. Il y a un courant, une décharge électrique. Un choc, c'est si quelqu'un la reçoit. Maintenant, la partie intéressante commence. Ici au bout, il y a une forme spécifique pour que ça fonctionne bien. D'abord, deux petites plaques seront très proches l'une de l'autre. Quand j'appuie sur le bouton, l'étincelle va se produire entre ces petites plaques. Elles ont deux pointes car l'énergie se concentre à la pointe, ce qui favorise l'étincelle. Et cette étincelle a deux fonctions. La première, j'en suis sûr, la seconde, je pense. Donc, celle dont je suis sûr, c'est que ça fait peur aux gens. Celui qui a ça en main n'a pas vraiment besoin de donner le choc. Quand on agit ainsi, l'autre part aussitôt, comprenant qu'il y a une arme. C'est un peu comme crier. C'est une menace. Mais il peut aussi y avoir une fonction électronique qui décharge l'appareil quand vous appuyez sur le bouton. Si vous appuyez sur ce bouton et que l'énergie ne sort pas entre les deux pointes, elle peut sortir ailleurs. Elle peut sortir par votre main. Les deux pointes assurent la décharge correcte de l'appareil. Ensuite, il y aura deux petites cornes et deux pointes plus grandes vers l'avant. Et là, oui, c'est fait pour toucher quelqu'un et donner la décharge électrique. D'ailleurs, si tu approches de quelque chose qui peut conduire l'électricité, qui est un conducteur, et que tu relâches l'énergie, elle va sortir par ces grandes pointes, et non plus par les petites pointes qui faisaient sursauter. Et, en continuant, on va avoir ici sur le côté deux bandes métalliques. Ceci est aussi très important, parce que si quelqu'un essaye d'enlever ça de la main de quelqu'un d'autre, il va le tenir et prendre une sacrée décharge. Ici, sur l'autocollant de l'appareil, il est écrit qu'il y a 999 000 watts, ou watts. Comme le disent les gars sympas dans les commentaires, il faut le mentionner. Mais même si les poules avaient des dents, ça n'égalerait jamais cette puissance. Juste pour vous donner une idée, la douche que vous avez à la maison, si c'est une douche très puissante, c'est 7000 watts. La puissance annoncée suffirait à alimenter plusieurs voitures électriques simultanément. Ce n'est pas le cas, mais il y a des milliers de volts et donc une tension très élevée. Pour que l'énergie passe d'un point à l'autre, elle doit vaincre la résistance de l'air. L'air est théoriquement un isolant et ne laisse pas passer l'énergie, mais avec beaucoup de volts, elle passe quand même. Lors d'un orage, les éclairs traversent la résistance de l'air et touchent le sol. En général, pour franchir cette résistance, il faut 30 000 volts pour chaque centimètre d'air. Cela varie, surtout s'il fait humide. On peut cependant établir une moyenne. En tenant compte de la distance d'environ 9 mm et demi entre les extrémités, on aurait une tension de 28 500 volts. Tu te demandes peut-être si cela peut tuer quelqu'un. Près de 30 000 volts. Non. Avec seulement quelques ampères, peu d'électrons circulent. C'est le cas de cette petite machine. Elle ne peut pas libérer autant d'énergie sur une personne et est conçue pour ne pas en tuer.
Avant de démonter, on voulait tester si cette étincelle peut allumer une bougie, par exemple. Ça se termine. La batterie est à plat. La batterie est à plat. Maintenant, oui, eh bien non, la bougie ne s'est pas allumée. Non. C'est intéressant de rappeler que cette étincelle qu'on voit s'allumer ici, c'est du plasma. C'est le quatrième état de la matière. Quand l'énergie passe, elle arrive à arracher certains électrons des atomes. Donc, il va y avoir des atomes là, avec des électrons en trop, avec des électrons en moins. On dit que le gaz s'ionise alors, ce qui le fait s'allumer. C'est aussi pourquoi il chauffe et devrait permettre d'allumer quelque chose. La bougie ne s'est pas allumée, mais est-ce que la flamme de la bougie provoque une interférence avec l'éclair ou est-ce que l'éclair provoque une interférence avec elle? Cet éclair, ce plasma, se produit sûrement plus facilement. Là où l'air est chaud, l'éclair finit par dévier à l'intérieur de la flamme et perturbe complètement le feu. Et il est bon de rappeler que c'est en quelque sorte une petite explosion, n'est-ce pas? La foudre chauffe fortement la zone touchée et crée une brève bouffée d'air. Ça, on le voit même à distance. Écoute comme l'air chaud facilite le passage de l'électricité. Regarde, loin de l'air chaud, près, loin, près. Est-ce que la petite pompe va marcher? La batterie, elle est encore en train de finir. La batterie de ce truc ne dure rien du tout. Voilà, c'est fini. Voyons maintenant si on peut allumer une petite ampoule, non? Rien. Ça va éclater un ballon? C'est arrivé parce que j'ai dirigé le rayon vers elle, non? On recommence. Je n'arrive pas à coincer le ballon entre ces deux morceaux de métal. Peut-il au moins abîmer une feuille de papier? Oui, ça a fait une rafale. Sur le papier, le rayon choisit une trajectoire et perce en le traversant. Une question plus physique m'est venue à l'esprit. Le papier, en théorie, est un isolant. Il ne devrait pas laisser passer l'énergie électrique. Mais après tout, l'air aussi est un isolant. Il ne devrait pas non plus laisser passer l'énergie électrique. Et ce gant en cuir est l'une des choses que nous utilisons pour ne pas recevoir de choc ici dans Manual do Mundo. Enfin, pour protéger les mains. L'énergie peut-elle traverser le cuir? Elle traverse aisément, laissant une odeur de vache brûlée. Ça a traversé le gant! Regarde ce petit trou brûlé ici, tu vois? Ce que nous venons de voir change beaucoup l'arme à décharge. Même avec ce gant, tu ne seras pas protégé. Ce truc envoie des décharges à travers les vêtements. Est-ce que cette quantité d'électrons peut allumer une lampe fluorescente? Voyons ça dans le noir, d'accord? Un œuf peut-il supporter cette machine? Regarde, c'est génial. Le choc passe vraiment par la petite pointe de l'œuf. Un petit trou s'est formé dans la coquille, mais rien d'autre. Je croyais que ça exploserait, mais non. La dernière chose que je vais tester ici, je le promets, c'est une pâte de grenouille. Mais Ibéré, c'est dégoûtant. Pourquoi tester la pâte de cette grenouille? Qu'est-ce qu'il y a de spécial dans la pâte de la grenouille? C'est qu'on peut reproduire une expérience historique réalisée en 1780 par un médecin italien appelé Luigi Galvani. Il a remarqué que lorsqu'il accrochait les pattes de grenouille, déjà mortes, à un crochet en laiton, les pattes commençaient à bouger toutes seules. On aurait dit que la bête avait une énergie folle en elle. À l'époque, il n'a pas découvert que l'énergie électrique venait du contact du laiton avec le fer. Mais on l'a compris plus tard grâce au crochet. Sur les rampes en fer là-bas, l'énergie traversant la patte de la grenouille la faisait bouger. Comme la fonction de ce truc ici est justement de provoquer une sorte de panne dans les muscles, de faire bouger les muscles rapidement ou de leur faire perdre le contrôle, peut-être qu'on arrivera aussi à faire bouger cette patte de grenouille. Ça n'a pas vraiment l'air très bon, mais essayons quand même. Ça sent le poisson. 1, 2, 3 et c'est parti. Je pense que les grenouilles que Galvani a testées étaient plus fraîches, non? Cette grenouille-là,
Je pense qu'elle est déjà morte. Ça fait environ 1 mois. Le tissu musculaire n'est plus vraiment en bon état. D'ailleurs, il est important de rappeler que cette énergie ici, dans notre corps, ce n'est pas elle qui donne l'énergie pour que le muscle bouge. Ce qu'elle va faire, c'est perturber la communication entre les muscles et le cerveau. Elle va perturber la communication entre les neurones. C'est comme si le corps perdait le contrôle des muscles. Cela peut entraîner l'arrêt ou des mouvements involontaires du muscle. Mais ce n'est pas cette énergie qui donne de l'énergie au muscle pour bouger. L'énergie est déjà dans le muscle et sera utilisée alors. C'est peut-être le problème avec la grenouille. Les neurones ont peut-être déjà disparu, le muscle n'ayant alors plus d'énergie à ce stade. Quand je parle de l'énergie du muscle, je parle de son énergie chimique, stockée à l'intérieur, produite par des réactions chimiques permettant son fonctionnement. Assez de tests, sacrifions la bête. Tu as sûrement pensé que le gros risque ici, c'est de recevoir une forte décharge. Ce choc, c'est ce que cet appareil doit produire. Ouvrir une télévision, non conçue pour encaisser des chocs humains, peut provoquer un choc bien plus intense qu'un humain ne peut supporter. Mais, dans ce cas ici, le pire qui puisse arriver, c'est que je fasse un bond en arrière et que je râle contre tout. J'ai l'impression soit de n'avoir pas enlevé une vis, soit que ce n'est pas fait pour être démonté et, dans ce cas, pour changer un peu. La vis est cachée derrière l'autocollant. Tout ouvrir sans le vouloir, et c'est extrêmement simple, il n'y a pratiquement rien ici. Regarde ça. Allons-y étape par étape, d'accord? Tout est collé, tout est collé, tout est avec du double face. Voici l'alimentation venant directement de la prise, 110 ou 220 volts. Ensuite, il y a un petit circuit qui est probablement là pour transformer cette énergie en courant continu. C'est le courant accepté par la batterie avec une tension plus faible. Ensuite, on a 3 batteries ici que je vais tester pour voir combien de volts elles peuvent stocker. 3,6 volts. Ce n'est rien d'extraordinaire, ce n'est pas très bas. Ça ne nous donne pas de choc. L'énergie quitte la batterie, passe par un interrupteur, puis j'allume la lampe de poche qui fonctionne. C'est juste une petite LED simple. Et il y a ce cône ici qui aide à rendre la lumière un peu plus diffuse. Et je peux appuyer encore une fois sur le bouton, et là oui, il envoie l'énergie à cet autre interrupteur. Ceci est un interrupteur à ressort plus semblable à ceux des sonnettes que l'on appuie. Quand tu relâches, il s'éteint ou s'allume seul, contrairement à l'interrupteur de lampe qui reste allumé. C'est pour la sécurité, non? Pour éviter que le taser reste allumé, l'énergie est dirigée vers une boîte noire. Maintenant, la question c'est, est-ce que ceci est fermé comme ça pour des raisons de sécurité ou est-ce pour que personne ne sache ce qu'il y a à l'intérieur? Peu importe ce que c'est, on va ouvrir ce truc, non? Maintenant, je pense qu'il vaut mieux mettre un gant. Je risque peu de prendre un choc ici, j'ai déjà déchargé ce circuit. Non? Ici, là où l'énergie sort, je fais déjà un court-circuit. L'énergie stockée à l'intérieur. J'ai enlevé toute la coque et il y en a une autre en dessous. J'ai réussi à récupérer quelques pièces de la petite bête ici, et je pense qu'on a une piste. J'ai aussi étudié un peu comment fonctionne ce type d'équipement. Alors voilà, l'énergie sort de la batterie et arrive dans une bobine. La bobine est un enroulement de fils. Je n'ai pas bien identifié, mais ce sont sûrement 2 bobines et un petit transformateur. La fonction est d'augmenter la tension, faire en sorte qu'il y ait plus de puissance. Ensuite, on a 2 condensateurs. Le condensateur stocke et libère l'énergie très rapidement, comme une batterie. Il est probablement là pour accumuler beaucoup d'énergie et l'envoyer à la bobine suivante. Donc il accumule et envoie, accumule et envoie, accumule et envoie. Ces bobines ne marchent que si l'énergie oscille, s'allume, puis s'éteint. Je suis sûr que c'est un condensateur car j'en ai démonté un. Il y a une grande feuille d'aluminium avec du plastique au centre, ce qui est typique. Ensuite, on a une autre bobine, sans doute avec la même fonction que la première. C'est pour augmenter la tension, pour qu'il y ait plus de volts, parce qu'au bout, on va avoir beaucoup de volts. Il y a quelques diodes et une électronique probablement destinée à contrôler ces impulsions, pour décharger le condensateur au bon moment et faire osciller l'énergie quand elle atteint la bobine. Je ne suis pas absolument sûr que c'est le bon chemin. On peut avoir, par exemple, les 2 bobines seulement à la fin, ou les 2 bobines dès le début, mais, enfin, la fonction des pièces est celle-ci. Je pense que tout ce plastique n'était pas là pour cacher les composants, mais pour autre chose. C'était pour isoler et éviter que le choc atteigne l'électronique de l'appareil.
S'il n'y a pas cet isolant, vous pouvez recevoir une décharge, ou la décharge peut atteindre les composants, et là, l'appareil s'abîme. Pour finir, lorsqu'une arme à décharge fonctionne, elle produit un bruit tic, 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 correspondant à la décharge du condensateur. S'il se charge d'énergie et la libère, se charge d'énergie et la libère, se charge d'énergie et la libère, vous avez une oscillation de l'énergie. On l'entend, il marche, puis s'arrête à plusieurs reprises. Avant le choc, je dois d'abord vous avouer quelque chose. Si vous avez remarqué, la machine démontée n'était pas la même que celle testée au début de la vidéo. Lorsque la vidéo a commencé, j'avais déjà cassé cette machine et il ne restait plus qu'à la démonter pendant que Dani est allée au centre de São Paulo acheter l'autre. D'ailleurs, elle a fini par coûter la moitié du prix de celle que nous avons achetée sur Internet. Extérieurement, elles sont presque identiques, sûrement aussi à l'intérieur. Et maintenant, il y a cette histoire de choc, n'est-ce pas? Je vais vous avouer que je déteste recevoir des chocs électriques. Il y a deux choses que je n'aime pas faire, recevoir des chocs électriques et vomir. Ce sont deux choses qui, pour moi, ne passent pas très bien, je n'aime pas ça. Je ne crains pas les galères. S'il faut sauter dans la piscine en hiver, je le fais. Je veux bien m'allonger sur des clous ou recevoir un coup de masse, mais une décharge électrique, ça ne me plaît pas. Mais, pour votre chance, Rodolfo, qui travaille ici avec nous, il a vu ce truc et il avait très envie de recevoir une décharge. Il voulait recevoir le choc comme ça, volontairement. Je ne sais pas, chacun a ses préférences, non? Donc, vous allez voir, Rodolfo a choisi de recevoir le choc et moi, je m'en suis débarrassé. Super, attends, dernière chose, je promets que c'est la dernière chose à propos de ce choc. On a fait des tests, puis tout démonté. C'est dangereux à n'utiliser qu'en dernier recours. C'est comme une batte de baseball ou un couteau. Ces objets sont dangereux et ne sont pas faits pour s'amuser sur les gens. Ce n'est pas parce que ce n'est pas interdit qu'on peut l'utiliser partout. C'est clair. On essaye? Pour être clair, je ne recommande rien. C'est à vous de le faire à vos risques. Voyons, il n'y a pas de test de pacemaker sur la jambe. Ça fera moins mal. Je peux y aller? Vas-y. Vas-y. Calme-toi. C'était le cas ou pas? C'était le cas. Ce n'est pas une blague, les gars. On sent la contraction dans le muscle. Donc, vous avez vu, c'était dans la jambe, le mollet, ça se contracte tout de suite. J'ai levé le pied. Ce n'est pas moi qui ai levé le pied, c'était un réflexe. Tu as vu? Et ça fait mal? Oui, ça fait mal, mais dans la jambe, ça a surtout paralysé le muscle sans trop de douleur. J'ai déjà ressenti cette douleur, semblable à une décharge électrique, puis le muscle se contracte et on ne peut plus bouger. Tu n'arrives même pas à parler correctement. Là-bas, je pense que ça donne une décharge, ça fait vraiment bouger. C'est parce que tu te donnais aussi des décharges. Voilà. Tu as arrêté quand tu as ressenti. Si c'était le cas, si tu continuais, ça devrait marcher. Exactement, je pense que C'est ça, ça ne doit pas être agréable si tu... si tu bloques quelqu'un, il risque de tomber. Merci beaucoup. Merci, ce fut un plaisir. N'oubliez pas de liker la vidéo et je peux marcher, je peux marcher. Ce dispositif fonctionne comme une bobine de Tesla, une machine à éclairs. Une fois, on a vu une grande que le garçon avait fabriquée à Curitiba, puis on a visité chez lui pour comprendre son fonctionnement. C'est une vieille vidéo, elle n'a plus le même aspect que les vidéos récentes, mais je pense que tu vas trouver ça sympa.